Bonjour, bienvenue sur le site Scholus, site de e-learning en histoire, en français et en philosophie. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de philosophie puisque je vais vous parler d'une partie de la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, à savoir l'antinomie de la raison pure. Alors, qu'est-ce que l'antinomie de la raison pure? Alors, Emmanuel Kant a publié la critique de la raison pure en 1781. Mais il faut savoir qu'en fait, il a mis 10 ans à écrire ce livre. Alors c'est un livre révolutionnaire puisqu'il va tenter de faire la synthèse entre le matérialisme et l'idéalisme, entre l'empirisme de Hume et le dogmatisme. Kant, au départ, est leibnizien, il est inspiré par Leibniz, et puis, comme on le sait, il va être réveillé de son sommeil dogmatique par la lecture de David Hume, philosophe écossais, chantre de l'empirisme. Alors, qu'est-ce que cette partie, l'antinomie de la raison pure? Alors, l'antinomie de la raison pure, c'est sans doute l'un des passages les plus passionnants, mais aussi les plus difficiles de la critique de la raison pure. C'est un chapitre, en fait, sur la légitimité des thèses, des différents points de vue, des différentes thèses cosmologiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il existe une science qui s'appelle la cosmologie rationnelle, qui plus ou moins est liée à ce qu'on appelle la théologie naturelle. Alors qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer de discuter, de disputer, de comprendre les causes, mais aussi de décrire le cosmos, ce qu'est le monde, comment il a été créé, est-ce qu'il a été créé, par qui il a été créé, qu'en est-il de la causalité, de la liberté, du déterminisme, de la limite ou non de l'espace et du temps. Donc ça, ce sont les questions, les problématiques que pose la cosmologie rationnelle ou la théologie naturelle. Et surtout, comme c'est le Dieu des philosophes, ce n'est pas le Dieu révélé des chrétiens. On n'est pas là dans un discours théologique, on va dire révélé, mais dans l'objet, c'est finalement l'exercice de la raison. La raison qu'on doit distinguer de l'entendement. L'entendement, finalement, est lié au monde, à la perception, aux affects. La raison, elle, est purement intellectuelle. Donc, dans l'antinomie de la raison pure, Kant va finalement s'interroger sur les bons points, on va dire, les points forts et les points faibles, c'est un peu ça, c'est un peu un tableau comparatif, si vous voulez, du système des différentes idées cosmologiques. Alors, c'est ça qui est passionnant, parce que finalement, Kant, dans ce chapitre, dans ces pages de l'antinomie de la raison pure, va finalement nous décrire un peu un tribunal des idées métaphysiques, et il va se faire l'avocat, tour à tour, de différentes thèses, et de thèses contradictoires, contraires, c'est-à-dire, à proprement parler, antinomiques. Alors, il y a ce paragraphe assez très beau, je trouve, très bien résumé, de Kant, qui nous dit « Les affirmations sophistiques, donc dans le domaine des idées cosmologiques, les affirmations sophistiques ouvrent donc une arène dialectique où c'est toujours le parti auquel il est permis de prendre l'offensive qui a le dessus, et où est certain de se soumettre celui qui est contraint d'adopter une démarche simplement défensive. C'est aussi pourquoi des champions solides, qui luttent pour la bonne cause ou pour la mauvaise, sont sûrs de remporter la couronne de la victoire, dès lors qu'ils prennent seulement soin d'avoir le privilège de lancer le dernier assaut, et s'ils ne sont pas obligés de soutenir une nouvelle attaque de l'adversaire. On peut sans peine se représenter que ce champ clos a souvent été foulé jusqu'ici, que bien des victoires y ont été remportées des deux côtés, mais que pour la dernière, qui décide de l'affaire, le soin a toujours été pris que le défenseur de la bonne cause resta seul maître du jeu en interdisant à son adversaire de reprendre les armes. En tant que juge impartial du combat, il nous faut laisser entièrement de côté la question de savoir si c'est pour la bonne ou pour la mauvaise cause que luttent les combattants, et c'est à eux seulement que nous devons abandonner le soin de trancher entre eux leurs litiges. Peut-être, fatigués de se battre,
plutôt que véritablement atteints, parviendront-ils à apercevoir par eux-mêmes la vanité de leur querelle et à se quitter bons amis. Alors ça, c'est un paragraphe qui est passionnant, parce que finalement, ce que nous dit Kant, c'est que finalement, la métaphysique est une arène, et c'est une arène dialectique. C'est-à-dire que la métaphysique, c'est un peu finalement comme la politique en démocratie. On argumente avec des points de vue. Alors vous voyez un peu ce qu'il y a de subversif là-dedans. Ça veut dire qu'il y a une relativité, un relativisme, a priori, des idées cosmologiques et des points de vue métaphysiques. Mais évidemment, il n'est pas question pour Kant de sombrer dans le relativisme. Toute sa démarche et son ambition critique, le criticisme kantien, c'est justement d'aller contre le relativisme. Donc, Kant, finalement, vous savez, Michel Foucault disait que la philosophie, c'était une politique de la vérité. Et bien, Kant, il s'inscrit un peu dans cette idée-là. Alors, il y a 4 grandes idées cosmologiques, hein, Kant les appelle les idées transcendantales. Alors, il y a à chaque fois une thèse et une antithèse. La première, c'est sur la question de la limitation ou non du monde, du cosmos, dans l'espace ou dans le temps. Par exemple, on peut dire que par rapport à cette première question, le monde a un commencement dans le temps, et il est aussi relativement à l'espace contenu dans certaines limites. Ça, c'est la première thèse. Mais on peut aussi dire le contraire. On peut dire que le monde n'a ni commencement, ni limite spatiale, mais qu'il est en fait infini, aussi bien relativement à l'espace que par rapport au temps. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait pas eu de création. Alors, la deuxième antinomie, le deuxième conflit des idées transcendantales, c'est sur la question des substances composées ou simples. Toute substance composée dans le monde est constituée de parties simples et il n'existe partout rien que le simple ou ce qui en est composé. On peut dire ça, mais on peut dire aussi le contraire. Aucune chose composée dans le monde n'est constituée de parties simples et il n'existe nulle part rien qui soit simple dans ce monde. Voilà. Et la troisième antinomie de la raison pure, le troisième conflit des idées transcendantales, c'est sur la question de la causalité, c'est-à-dire de savoir s'il existe une liberté ou s'il n'y a pas de liberté. C'est la question du déterminisme. La causalité, on peut dire la causalité qui s'exerce d'après les lois de la nature n'est pas la seule d'où puissent être dérivés les phénomènes du monde considérés dans leur totalité. Il est encore nécessaire d'admettre, en vue de leur explication, une causalité par liberté. Mais on peut dire aussi le contraire, on peut dire qu'il n'y a pas de liberté, mais tout dans le monde arrive uniquement d'après les lois de la nature. Et enfin, la quatrième antinomie de la raison pure, le quatrième conflit des idées transcendantales, c'est sur la question de la nécessité universelle. Donc, premièrement, on peut dire au monde appartient quelque chose qui, comme sa partie ou comme sa cause, est un être absolument nécessaire, ou alors, on peut dire le contraire, l'antinomie, à savoir, il n'existe nulle part aucun être qui soit absolument nécessaire, ni dans le monde, ni hors du monde, comme en constituant la cause. Donc, ce que va faire ensuite Kant, après avoir énoncé ces 4 idées transcendantales, cosmologiques, contradictoires et antinomiques, Kant va finalement, comme à son habitude, vous savez que la démarche kantienne, c'est toujours un peu de dépasser ce qu'Hegel appellera l'Aufhebung, le dépassement, la synthèse en fait, dans une démarche dialectique. Il va essayer de dépasser ces conflits, ces 4 conflits, en donnant sa propre réponse et ce qu'il pensait être le plus légitime, le plus logique, le plus rationnel pour répondre à chaque question cosmologique et transcendantale. Donc, vous voyez, ce passage de la critique de la raison pure est un passage capital et très intéressant, parce que finalement, c'est la question de la théologie naturelle et de la cosmologie rationnelle. Et c'est finalement de nous dire que la métaphysique est une arène, et c'est une arène dialectique. Donc, c'est aussi quelque chose d'assez original, puisque Kant va finalement être très modeste par rapport à la philosophie pour finalement la renforcer. Voilà. Et ça résume bien la démarche et la méthodologie kantienne en général. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et aussi à la partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous donne rendez-vous avec Skoleus pour de prochaines vidéos, des cours, du e-learning en histoire, en français et en philosophie. À très bientôt.